Bienvenue à Bibliothèque Médicis. La France est donc bloquée. Elle tourne au ralenti, elle boite. La France est en crise depuis 2 mois. Contre quoi? Contre le CPE, le contrat de première embauche, qui est devenu véritablement un symbole. Et le Parlement, cette maison même, recherche cette fois dans la concertation avec les syndicats, on a envie de dire enfin, des solutions innovantes pour les problèmes de l'emploi. Au-delà de feu le CPE, réapparaît cette double interrogation lancinante en France. Le modèle social français auquel nous sommes tant attachés est-il viable? Le pays est-il capable d'accepter les réformes rendues nécessaires aujourd'hui par la mondialisation? Bibliothèque Médicis parle en effet de l'avenir avec de remarquables experts, sénateurs compris. D'abord Dominique Méda, qui publie au Seuil avec Alain Lefebvre. Faut-il brûler le modèle social français? Il y a un point d'interrogation. Oui. Pourquoi il ne faut pas, ou il faut, ou vous recommanderiez de l'adapter profondément, on va dire, pour dire les choses de façon très, très modérée. Le brûler, non, mais c'est vrai que ça tombe très bien dans cette actualité où on a envie de brûler des choses. Voilà, l'adapter très profondément pour retrouver le niveau des autres pays aujourd'hui. D'accord, votre point d'interrogation ressemble à une affirmation. Hein? Jean-Luc Mélenchon, excellent orateur, forte tête du PS, parfois isolé. Votre mot préféré, c'est non. Non, non. Faut-il brûler le modèle social français? Non, mais déjà, c'est quoi le modèle social français? Ah ben, elle va vous le dire, Dominique Méda. Mathieu Laine, la grande nurserie chez Jean-Claude Lattès, en finir avec l'infantilisation des Français. Sont-ils infantiles ou alors qui les infantilise? C'est vraiment la question, c'est-à-dire qu'on nous prend par la main, et en nous prenant par la main, on nous dit que l'État peut tout. En réalité, l'État ne peut pas tout. Et c'est ce dont il faut parler aujourd'hui. Oui. Ah bon, vous pensez que la question est bonne, vous dites ce qu'il faut que l'on dise et des sujets que l'on traite. C'est bien une sorte de dirigisme, déjà, mais pas pour l'État. De responsabilisation des individus. Très bien. C'est vers ça qu'il faut aller. Jean-Pierre, il a 30 ans, il n'est pas malade, donc il n'a pas besoin de se soigner. Il est encore tout frais pour bosser, donc il va les faire. Et il n'aime pas les caricatures, donc c'est parfait. D'accord. Vous les voyez, les Français, dociles, alors qu'aujourd'hui, on a le sentiment qu'ils sont rebelles. On se trompe. Je les vois créanciers de l'État nounou. Et je crois, en réalité, au-delà de ça, effectivement, les jeunes qu'on voit manifester et qui font soi-disant mai 68, en réalité, ne sont pas des révolutionnaires. Ce sont des conservateurs. D'accord, on en parlera tout à l'heure. Actuelle. Vous êtes en train d'exciter, d'agacer Jean-Luc Mélenchon. Mathieu Laine est avocat. Je connais, ils sont dressés comme ça depuis 10 ans, on nous en sort régulièrement, c'est les singes savants du libéralisme, voilà. Et dire que les Français sont infantilisés et nounouisés quand vous avez les records de productivité du monde chez l'ouvrier, les travailleurs français, c'est bon, quoi. Ça leur va. On peut dire que Bibliothèque Médicis se fait avec, comme toujours, Monique Cantos-Perber. Jean Amadieu, les clés du destin chez Odile Jacob, école, amour, carrière. Faut-il brûler le modèle social français? Franchement, il ne marche pas très bien en ce moment. Je crois qu'il faut le restaurer tel qu'il fonctionnait depuis le début du siècle, en particulier, notamment tout ce qui est ascenseur social, égalité des chances à l'école, et ce qui ne marche plus très bien aujourd'hui. On va voir. Gérard Longuet, en plus de ce que vous faites au Sénat, de votre carrière politique, etc., vous êtes un des conseillers politiques de Nicolas Sarkozy. Le modèle social français, est-ce qu'il est exemplaire? Et en quoi est-il un modèle? En fait, en vous écoutant, j'ai une idée qui m'a traversé l'esprit avec force, c'est que nous avons 2 héritages. Il y a un héritage républicain qui est en effet celui de la Troisième République, qui est largement antérieur aux années 50. Et nous avons un système de répartition, de solidarité par répartition, qui date en gros du welfare state des années de la Sécu de Larocque, 45, 58. Et je pense profondément que le modèle républicain est à restaurer et que le modèle de répartition est simplement impossible aujourd'hui. Denis Jambard, vous publiez avec Claude Allègre chez Fayard « Le défi du monde ». Le défi ou les défis? Le défi du monde, c'est une manière de regarder les problèmes de la France, de ce fameux modèle social français, différent. Nous avons toujours tendance à nous observer nous-mêmes et à essayer de faire en sorte que le monde soit à notre image. Or, avec Claude, nous avons décidé de prendre les choses différemment, de
regarder le monde, ce qui se passe dans chaque pays, comment le monde évolue, et le défi, ou les défis, si vous voulez, qui nous sont lancés, en zoomant petit à petit sur l'Europe et puis sur la France. C'est une manière d'interpeller la France et non pas d'interpeller le monde comme nous avons l'habitude de le faire. Les grands risques, qui sont le risque pétrolier, la pénurie de l'eau, les OGM, la démographie. Nous avons examiné en effet ces questions-là, qui sont des questions d'avenir très importantes, très concrètes, mais nous avons voulu aussi essayer de comprendre ce qui se passe dans chaque pays avec lesquels nous sommes en compétition ou en association, et en association compétition. Et en effet, il y a une série de menaces communes que nous ne pouvons pas gérer tout seuls. Vous dites les Français sont aujourd'hui les tirs au flanc de la modernité. Bouchez-vous les oreilles. Ils font l'école buissonnière alors que la mondialisation exige plutôt une mobilisation des énergies. Je sais bien que ça va déplaire à Jean-Luc Mélenchon, mais s'il change ses lunettes, en plus... Il verra mieux. Il verra peut-être mieux le monde. C'est-à-dire, en effet, il faut sortir de notre 6e arrondissement, sortir aussi de notre simple préoccupation de l'espace purement public, regarder ce qui se passe dans cette France privée, qui est assez extraordinaire, en effet, la France de la compétition. Ce n'est pas celle qui est dans la rue ces jours-ci. Pendant que les enseignants manifestent, eh bien, dans les usines, ça travaille, ça relève ces fameux défis du monde. Je pense que nous avons énormément de chance. Il y a 50% du pays qui supporte 50%, l'autre 50%. Et je crois qu'il faut régler ce problème. C'est ça la crise du modèle social français. Donc il y a des courants conservateurs, et vous le voyez, vous les voyez dans les rues, et des courants modernistes. Je ne veux pas critiquer les fonctionnaires, parce qu'il y a un effort, très grand. Pourquoi est-ce que vous éprouvez le besoin de commencer par me dire, sortons du 6e arrondissement, j'habite en banlieue. Voyez le monde, j'en reviens, j'ai visité le Venezuela, la Bolivie, donc nous sommes à égalité en capacité de comprendre le monde qui nous entoure. Là où j'entends ce que vous dites, comment pourrait-on ne pas l'entendre? Bien sûr qu'il faut regarder autour de soi. Mais il faut avoir confiance aussi dans son pays. Mais attendez, la patrie des Français, elle obtient des résultats extraordinaires. Ne pas passer de patriotisme. Rien ne va, nous ne sommes capables de rien. Nous ne sommes que 60 millions. Ce qui est peu dans la multitude humaine, et nous sommes la 6e puissance du monde. On va essayer d'établir une règle. Tout le monde va parler. Oui, ça serait bien. Personne ne va piquer la parole des autres. Hein, ça serait bien, parce que si on se met... simplement. Comme dit ça, moi. Oui, parce qu'il ne faut pas intervenir pour ponctuer les interventions des uns des autres. Mais est-ce que vous reconnaissez que le choc de la mondialisation... de la banlieue non plus. Attends, bon, d'accord. Non, ça c'est clair. Hein. Le choc de la mondialisation, est-ce qu'il ne contraint pas aujourd'hui tous les États et toutes les sociétés à réfléchir sur eux-mêmes, sur leur organisation, sur leur avenir, et nous aussi? Bien sûr. Non, mais ce qui ne va pas, c'est quand vous en faites un modèle préconstruit auquel nous devrions adhérer tel quel, parce qu'il nous s'imposerait à nous. Non, dans le contexte de la mondialisation, ce n'est pas la première fois dans l'histoire qu'il y a une mondialisation, les Français ont une contribution particulière. Donc, ils sont capables de faire vivre un modèle particulier, généreux, de tous les côtés, bon, doux, aimable, plutôt que violent, cruel, égoïste et brutal, comme c'est le cas dans les pays anglo-saxons. Voilà. On voit bien que des deux côtés, il y a des résistances et elles sont sensibles. Il y a en même temps des craquements. Mais je continue avec la présentation du défi du monde, Claude Allègre, Denis Jeanbart. Claude Allègre, d'ailleurs, a l'expérience à la fois du chercheur, du scientifique, il a la pratique de la politique. Et d'ailleurs, il n'a pas pu l'exercer longtemps, la politique. Il a été sacrifié vite fait sur l'autel socialiste de la réforme. Il avait un discours de vérité. Et la vérité dérange dans ce pays. Donc il illustre bien le fait... Il a beaucoup de qualités, mais quand même... Vous avez oublié ce que je vous ai dit? Je suis passé derrière, donc merci. Le discours de la vérité, je suis donc il vous a donné votre chance? En quelque sorte. Oui. Voilà. Non, il a beaucoup de talent, mais il a aussi des gros défauts. La France a des atouts, vous dites, mais est-ce que, comme Gulliver, elle n'est pas attachée à ses habitudes, à des conservatismes? Je pense que la France a énormément d'atouts. Je rejoindrai Jean-Luc Mélenchon dans le diagnostic qu'il fait. C'est vrai que cette puissance, disons, moyenne occupe une place qui ne correspond pas à sa taille réelle. Mais ce que je redoute, et c'est pour ça que le procès, moi je suis un bon Français, vous ne l'êtes pas, vous n'aimez pas votre pays, eh bien me désole. Je veux dire, c'est une manière d'antagoniser la situation qui est littéralement insupportable. Vous ne pouvez pas faire le procès en patriotisme aux gens qui essaient de regarder de manière un peu objective leur pays, qui l'aiment tout autant que vous, et qui voudraient précisément qu'il préserve cette place, et qui voient que malheureusement aujourd'hui, le monde tel qu'il est fait que petit à petit, nous cédons du terrain. Nous étions 4e, nous sommes 6e. Voilà. Les Chinois sont passés devant, ils sont 1,4 milliard. Écoutez, ne me dites pas ça, puisque dans ce livre, nous montrons aussi les choses telles qu'elles sont.
naturellement, la puissance économique chinoise est plus grande que la nôtre. Si vous la ramenez à la richesse par habitant, vous vous rendez compte que les Chinois sont encore des gens très pauvres. Ils sont à la 101e position. Donc, nous avons aussi le sens du relatif, et j'ai le sens du relatif, dès lors que je regarde la France différemment. Je ne suis pas manichéen. Mais ne le soyez pas non plus en m'opposant comme ça tout d'un coup. Moi, je viens de la banlieue. Vous cherchez l'un l'autre, là. Attendez, on va avancer. Qui peut déchaîner la France, c'est-à-dire lui ôter les chaînes? Eh bien, les hommes politiques. Voilà, moi, je suis souvent accusé de critiquer beaucoup la politique. Je ne crois qu'à la politique. Et je regrette que les hommes politiques passent leur temps à faire de la communication, à se préoccuper de leur baromètre de popularité et n'aient pas le courage d'affronter éventuellement l'impopularité. Mais quand ils ont ce courage, est-ce que vous les soutenez, vous, dans vos livres ou avec l'Express? Oui, je les soutiens. Oui, je les soutiens. Quand il y a une... Écoutez, je donne un exemple. Je donne... Si, écoutez, contre tout le monde, une seule fois dans ma vie, je vais vous dire, une seule fois dans ma vie, j'ai téléphoné à un ministre pour le féliciter. Vous l'avez oublié, c'est vous. Voilà. Quand vous avez réformé l'enseignement agricole. Monique. Professionnel. Exact. Monique, Ganso, Sperber, sauf Gérard Longuet, 1 minute. Monique. Ah oui, j'avais oublié. Bon. C'est vrai. Bon. Mais la mondialisation pose évidemment des défis considérables à la France, ça va de soi. Mais la France a des atouts, alors on pourrait peut-être commencer par les aspects positifs, c'est-à-dire une extraordinaire productivité au travail, à la capacité d'attrait des investissements internationaux, de bonnes infrastructures. Des entreprises souhaitent s'installer en France à cause de la qualité des infrastructures. Une formation secondaire, un enseignement secondaire qui reste de bonne qualité, même si son niveau général n'est plus aussi satisfaisant et surtout sa capacité à promouvoir les individus n'est pas aussi grande. Et puis, des secteurs d'excellence dans la recherche française. Ce qu'il ne faut pas oublier, il y a des domaines où la recherche française est vraiment à la tête de la recherche mondiale. Alors, comment faire pour que tout ça puisse entrer en synergie? C'est le thème de la discussion. Mais on va vous donner pas, un drapeau tricolore. Et justement, un des éléments de cette mondialisation qui nous ramène à notre sujet, c'est que la mondialisation, inévitablement, maintenant, met en concurrence les modèles sociaux. Ce ne sont pas simplement les produits ou les marchandises qui sont mis en concurrence, ce sont les modèles sociaux. Alors justement, Dominique Méda, la France, dites-vous, elle n'ose plus, elle doute, faute de mouvements décisifs, elle recule. Pourquoi vous parlez du système français comme d'un modèle qui est conservateur? Ça, ce sont les typologies, on reprend les vieilles typologies. Vous savez qu'on dit qu'il y a en général un modèle social. Les typologies d'aujourd'hui. La typologie d'aujourd'hui, c'est qu'on appelle notre modèle corporatiste conservateur, opposé à un modèle libéral, très peu de protection sociale dans le modèle libéral, une grande liberté des gens, et puis le modèle social-démocrate. Une grande, forte protection sociale, un État puissant, des services publics, etc. Alors justement, je reviens sur ce qu'on disait tout à l'heure. On oppose toujours, et on a commencé comme ça, on oppose toujours, d'une part, des gens qui nous disent « il y a la mondialisation, il faut changer », et des gens qui nous disent « non, je ne veux pas aller vers le modèle libéral anglo-saxon ». Mais on est entièrement d'accord, mais il n'y a pas que celui-là. Nous, notre thèse, c'est il faut changer. Il faut absolument s'adapter, mais pas en cassant. Mais qu'est-ce qui va mal? Avant de voir ce qu'il faudrait utiliser comme remplacement. On le sait tous. Notre taux de chômage depuis 20 ans, la durée du chômage, 14 mois en moyenne, c'est épouvantablement long. La sélectivité du chômage, on sait que ça repose toujours sur les mêmes personnes. Les non qualifiés, les jeunes, qui ont des taux extrêmement forts. La très grande, on l'a vu ces derniers temps, la segmentation du marché du travail entre CDD et CDI. Les CDD qui recommencent et les entreprises qui ne prennent pas ces CDD pour les former, pour les faire avancer dans l'entreprise. La sécurité de l'emploi, on a plus de probabilité en France de tomber au chômage et de ne pas en ressortir que dans d'autres pays européens. Tout ça, ça montre que ça ne va pas. Donc il faut Mais est-ce que ça reste un modèle, disons un régime ou un système social? En quoi est-ce un modèle? Alors non, ça n'est pas. Il y a deux sens du terme modèle. Le modèle, celui qu'on veut imiter, celui qu'on veut, qui est excellent. C'est pas le cas. Mais c'est un modèle au sens où, comme d'autres pays, il appartient à un régime qu'on appelle corporatif.